1066, Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, guidé par une légitimité au trône d'Angleterre qui lui aurait été encouragée par le précédent roi anglais Édouard le Confesseur, traverse la Manche avec une armée d'environ 7000 hommes pour envahir l'Angleterre anglo-saxonne qui est à présent dirigée par le roi Harold Godwinson, en place depuis seulement janvier de la même année. L'affrontement a lieu à Hastings, le 14 octobre 1066. L'une des batailles les plus célèbres de l'histoire anglaise, car c'est une victoire de Guillaume le Conquérant, mettant en place une dynastie normande qui va fortement renforcer l'Angleterre et petit à petit absorber les royaumes voisins d'Écosse, d'Irlande, puis du Pays de Galles, transformant les îles britanniques en grande puissance que l'on connaît. Mais s'il en avait été autrement ? Ce 14 octobre 1066, durant la bataille d'Hastings, ce n'est pas Harold Godwinson qui se prend une flèche mortelle hasardeuse, ce qui sonne le glas de son armée, mais bien Guillaume. L'armée normande se replie alors vers la Normandie, laissant Harold au pouvoir des Anglo-Saxons. Mais comment la situation peut-elle évoluer ? Car sans Guillaume le Conquérant pour stabiliser le pouvoir et renforcer l'Angleterre, celle-ci reste dans un état de relative faiblesse, qu'elle subit depuis ces derniers siècles. Oui, l'Angleterre a des ennemis, et pas des moindres, les Vikings. Guillaume était d'ailleurs issu d'une population viking, installée en Normandie depuis 911, d'où le nom de Normand, car les Norsemen, ce sont les hommes du Nord, ces populations nordiques de Scandinavie et du Danemark, dont les guerriers navigateurs sont appelés vikings. Car viking, ce n'est pas le nom d'un peuple, pour rappel, c'est une activité. Depuis le tout premier raid viking sur Lindisfarne, en 793, les îles britanniques seront régulièrement l'objet d'attaques, à plus ou moins grande envergure. Et ce qu'il est important de comprendre pour la suite de l'histoire, c'est que l'Angleterre a même été dirigée par des rois vikings. Le Danelaw était une vaste région en Angleterre sous contrôle danois, puisque signifiant littéralement la loi danoise, entre 865 et 954. Plus tard, Sven à la barbe fourchue, oui il y a plein de noms, il va falloir faire un petit effort pour tout retenir, donc Sven, roi du Danemark, envahit l'Angleterre en 1013, accompagné par son fils Knut. Quand Sven meurt à la bataille, Knut poursuit avec une invasion en 1015 et s'empare du pouvoir en Angleterre en 1016. Il recevra ensuite la succession du royaume du Danemark en 1018 et prendra également le pouvoir sur le royaume de Norvège en 1028. Knut devient Knut le Grand, roi d'un immense royaume unifié, l'Empire de la mer du Nord, pendant 7 ans. À sa mort en 1035, l'Empire se redivise en royaume du Danemark, de Norvège, et une succession anglo-saxonne se remet en place en Angleterre. D'autres tentatives d'union des royaumes du Danemark et de Norvège existent. Magnus Ier, roi de Norvège, prend aussi la couronne danoise en 1042, pour 5 ans. Ces tentatives d'union sont toujours brèves et mènent à des redivisions immédiates à la mort du souverain unificateur. Hardeknut, successeur de Knut le Grand, arrivera tout de même à reposséder la couronne d'Angleterre et du Danemark en même temps, mais seulement pendant 2 ans, entre 1040 et 1042. L'Angleterre continue à être une cible des peuples du Nord. En 1066, à la bataille de Stamford Bridge, on est juste quelques semaines avant la bataille d'Hastings, et Harald Hardrada est tué à Stamford Bridge. Ainsi reprenons notre histoire en 1066. Guillaume le Conquérant écarté de l'histoire, les royaumes des Nordiques restent eux très puissants et le regard porté sur l'Angleterre. Des raids continuent contre les royaumes anglo-saxons affaiblis par des conflits et par certaines révoltes de seigneurs désireux de porter la couronne à la place de Harold. Entre 1066 et 1077, 4 attaques vikings ont lieu sur les côtes est anglaises. Des petits pieds-à-terre se mettent en place, notamment dans les régions des anciens royaumes de Lindsey et de Deira. Bien sûr, les anglo-saxons ne sont pas les seuls occupants des îles britanniques. La politique locale est bien plus complexe que ça. Il y a tous les vestiges des populations britonnes, des Celtes, qui étaient là avant l'arrivée des anglo-saxons. Bien sûr, quand on dit royaume celte ou gaélique, il ne faut pas imaginer dans votre esprit les Celtes de l'époque romaine. Ces royaumes celtes du Moyen-Âge ont largement eu le temps d'évoluer en plus de 1000 ans d'existence, notamment par leur christianisation à partir du 4e ou 5e siècle. Commençons par le royaume d'Écosse, au nord. Né de l'unification des Scots et des Pictes,
deux grands peuples celtes, le royaume s'est ensuite étendu vers le sud, absorbant le royaume celte de Strathclyde en 1034. Et c'est là que naît réellement l'Écosse. Principalement d'un mélange de culture celtique et gaélique donc, avec quelques influences anglo-saxonnes qui sont leurs voisins. Malcolm III en est le roi en 1066, et il doit composer également avec une présence viking établie surtout sur les îles Orcades, Shetland et Hébrides. Tantôt faisant commerce ou s'alliant par mariage avec, ou tantôt en conflit. Mais dès 1060, Malcolm III a commencé à étendre son influence sur les Orcades et les Hébrides, contre les royaumes vikings affaiblis après la mort de Thorfinn le Puissant, leur dirigeant local. L'Irlande, terre des royaumes gaéliques, aussi des Celtes donc, est divisée entre plusieurs royaumes, aux alliances et influences changeantes, et en lutte fréquente depuis le 8e siècle contre des incursions vikings sur les côtes. Ceux-ci vont fonder plusieurs villes comme Cork, Limerick et Dublin, cette dernière formant son propre royaume avec un territoire autour. Au fur et à mesure du temps, certains vikings vont adopter langue et culture gaélique, on les appelle alors les vikings gaëls. Le roi de Dublin, Murched mac Diarmata, est l'un d'eux. L'Irlande est théoriquement sous la direction d'un grand roi, Lard ri Érenn. Sans former une réelle unification totale de l'île, il reste un symbole et on se bat pour le titre. En 1064, Diarmait mac Mael na Mbo prétend au titre. Il a même déjà réussi à prendre sous sa direction l'île de Man également. Le Pays de Galles est également une contrée divisée en plusieurs royaumes, comme le Gwynedd, le Powys et le Deheubarth. Gruffydd ap Llywelyn tente une unification des royaumes par la force et réussit en 1055. L'agitation reste vive après, si bien que dans la réalité, il finit assassiné en 1063. Mais dans notre histoire, ce n'est pas le cas, et il conserve ainsi la direction d'un Pays de Galles uni pour l'instant. Les Celtes restants sur ces royaumes sont de farouches combattants qui ont réussi à contenir au mieux les avancées anglo-saxonnes ou vikings depuis plusieurs siècles. Enfin, les Cornouailles, à la pointe ouest de l'Angleterre, n'est pas tellement un royaume indépendant à proprement parler, puisque ce territoire a été soumis par les Saxons. Mais il conserve une certaine autonomie tout en ayant une attitude assez rebelle envers les étrangers anglo-saxons. Mais ce petit territoire seul n'a pas la force de ses prétentions. Sans la conquête de Guillaume le Conquérant, l'Écosse ne tombe pas sous la direction du royaume anglais en 1072, ni l'Irlande 100 ans plus tard, et le Pays de Galles est défait par les Anglais dans la réalité en 1282. Ainsi, sans la domination anglaise, le futur des royaumes celtiques va pouvoir évoluer différemment. La question de la Normandie reste à discuter. Le territoire fut à l'époque accordé par la France aux Normands de Rollon au traité de Saint-Clair-sur-Epte en 911. Mais à la mort de Guillaume, la Normandie perd sa tête dirigeante. Sa femme, Mathilde de Flandre, exerce la régence pour son fils, Robert Courteheuse, âgé seulement de 14 ans. Mais l'absence de Guillaume à présent remet en cause son autorité, et d'autres seigneurs et barons normands se lèvent pour réclamer la direction de la Normandie. Devant cette instabilité, les seigneurs du Maine, conquis en 1063 par Guillaume contre le comté d'Anjou, se soulèvent. Voyant toute cette agitation, la couronne de France décide d'intervenir, voyant là la meilleure possibilité de réannexer directement la Normandie sous son autorité, ce qui arrange bien le royaume de France, car auparavant la puissance normande commençait à devenir gênante. Appelant le soutien du comté d'Anjou, qui veut récupérer le Maine, les troupes convergent vers la Normandie. Désorganisée, divisée en luttes internes, la Normandie tombe à l'été 1067. La France en prenant la pleine autorité près de 150 ans plus tôt que dans la réalité. Sans oublier les îles normandes, qui ne seront jamais anglaises. L'Anjou, autre vassal du royaume de France, récupère comme convenu le comté du Maine. En 1077, une solide invasion de Nordiques a lieu. Les troupes danoises sont dirigées par Harald III le Doux, un surnom qui n'a rien à voir avec la douceur, mais plutôt l'aiguiseur. Fils de Sven II, il a un lien de parenté avec le fameux Knut le Grand, qui avait brièvement dominé l'Angleterre, le Danemark et la Norvège en même temps. Il est associé pour l'occasion à Olaf III de Norvège, descendant d'Harald Hardrada, mort lors de sa propre conquête de l'Angleterre. Les deux armées de Norvège et du Danemark déferlent depuis les points déjà contrôlés sur la côte est. De grandes batailles ont lieu,
où les anglo-saxons, toujours dirigés par un Harold Godwinson vieillissant, se font vaincre. Le roi meurt à la bataille, l'organisation anglo-saxonne s'effondre, et les luttes de pouvoir entre les seigneurs débutent pour savoir qui prendra la suite. Les Nordiques, eux, s'installent sur de vastes territoires conquis, ainsi se forment des territoires sous dépendance du royaume du Danemark ou de la Norvège, comme le Danelaw, la loi danoise, qui réapparaît officiellement en 1079, après plus de 100 années d'absence. L'autre territoire, sous direction norvégienne, étant du coup le Norlot. Malgré tout, il faut noter que c'est la fin de l'ère viking, et je parle bien de l'activité viking. Le peuple, lui, continue bien d'exister, mais subit de profonds changements. En effet, au XIe siècle, les royaumes nordiques de Norvège, de Suède et du Danemark vont se convertir au christianisme. La culture change, s'adapte et se rapproche de l'Europe continentale. L'ère des anciens dieux nordiques et des raids est révolue. Les royaumes du Nord s'engagent sur une nouvelle voie. Parlons de la Bretagne, qui se détachera de la tutelle normande à la mort de Guillaume. La Bretagne, ce n'est pas juste ce qui reste des tribus gauloises qui seraient restées là depuis l'Antiquité. Non. En réalité, elle prend son nom au cours du 5e siècle, où de nombreux Britons, chassés par les Angles et les Saxons, migrent depuis la Grande-Bretagne et s'installent là, formant donc la Bretagne. On trouve ainsi plusieurs petits royaumes celtiques au sein de la Bretagne, qui ne sera pas pleinement unie, même au XIe siècle. Même si en général le duc de Bretagne a une certaine autorité supérieure représentant l'ensemble. La Bretagne est alors indépendante du royaume de France, mais tout de même un vassal. Face à la menace potentielle que peuvent représenter les Nordiques qui s'activent en Angleterre et ont déjà fait des ravages en Bretagne au siècle dernier, les Cornouailles commencent à prendre contact avec la Bretagne. Les deux territoires ont quelques origines communes, et certaines personnalités disposent même d'une lignée partagée. Ainsi, un certain Rosen, de Cornouailles mais bretonne, commence à faire avancer ses droits à la position de duc de Bretagne. De lignage également cornouaillais d'Angleterre, par sa mère Élowen, il cherche également le soutien de ces territoires. En fin 1078, il renverse Oel II et prend le titre de Rosen Ier, duc de Bretagne. Se rendant ensuite en Cornouailles britannique, il cherche à nouer alliance avec ce territoire celte. Emportant des troupes avec lui, il concède à aider à la reprise de territoire contre les Saxons du Wessex, fort occupés contre les Nordiques qui déroulent leur invasion implacable. La cible de l'attaque des Bretons est l'ancien territoire du royaume de Domnonée britannique, dans le Devon actuel. Cornouaillais et les troupes bretonnes déferlent sur Exeter. La bataille est remportée largement contre la garnison saxonne et une ligne de défense se met en place du canal de Bristol jusqu'à la Manche. Rosen Ier, qui s'est particulièrement illustré dans la bataille, remporte l'adhésion des Cornouaillais, faisant valoir ses droits de descendance. Il propose l'union des deux royaumes, la Bretagne avec la Cornouaille britannique, pour former un royaume plus fort contre les adversaires. En 1080, après avoir écarté quelques oppositions, l'union des royaumes est confirmée. L'ensemble devient le royaume de Caernarfon, ou Cornouailles-Domnonée en français. Les noms ne sont pas un hasard, car la Cornouaille bretonne a une origine migratoire des Cornouailles britanniques, et de même pour la Domnonée bretonne, avec le royaume de Domnonia britannique. La France observe ces changements qui s'opèrent en Bretagne et voit avec inquiétude ce nouveau royaume de Caernarfon se former. Le royaume dispose d'une flotte combinée importante désormais pour contrôler le couloir de la Manche et bloquer tout navire viking ou autre adversaire potentiel. Des émissaires de France sont envoyés afin de s'assurer du renouvellement de vassalité envers la couronne. Caernarfon est déjà trop tourné à la nouvelle organisation du royaume, à contenir d'éventuelles contre-attaques saxonnes et à se prémunir d'une arrivée potentielle viking. Il n'est pas dans la possibilité d'envisager de se mettre également le royaume de France à dos. La vassalité est donc conservée, mais la France sent bien que l'équilibre est fragile, et qu'une moindre mauvaise manœuvre ou accident pourrait pousser le nouveau royaume à casser ses liens de vassalité. Néanmoins, pour le moment, la France dispose d'un potentiel pied-à-terre dans les îles britanniques par l'intermédiaire de son royaume vassal celtique. Les autres royaumes celtes voisins des territoires anglo-saxons apprennent les nouvelles venues de cette spectaculaire invasion nordique et ne savent pas encore comment réagir. Des propositions fusent, des leaders apparaissent, le modèle du Caernarfon et de sa reconquête fait parler.
Des idées possiblement grandioses font vent de ville en ville, mais qui sait comment la situation pourrait encore évoluer, et si tout pourrait se réaliser? Et jusqu'où iront les ambitions des Nordiques? C'est l'heure du choix, chers amis, là où vous choisissez la fin de l'histoire. Quelle fin préféreriez-vous? Ou trouveriez-vous la plus logique? 3 choix, à vous de dire dans les commentaires. Une prochaine vidéo annoncera vos résultats. Et c'est parti! Au XIIIe siècle, l'Écosse a eu le temps de profiter des faiblesses des Anglo-Saxons pour renforcer ses marches, ancien territoire du Gododin et du Reged du Nord. À la suite de quoi, elle part en conquête vers le sud, pour reprendre le Sud Reged ou Craven. L'ancienne Northumbrie anglo-saxonne n'existe plus, partagée entre le royaume nordique et l'Écosse qui est désormais très proche du Pays de Galles. Ceux-ci n'ont pas vraiment bougé, leur plus grande réussite restant l'union des différents royaumes qui perdurent désormais pour former le royaume entier du Pays de Galles. Le Caernarfon Diefnight, fusion de la Bretagne avec les Cornouailles et Domnonais britanniques, n'a pas perduré. Le royaume finit à nouveau par se scinder en deux. La France, par des jeux d'alliances politiques et de mariage, finit par intégrer le duché de Bretagne en 1340. 200 ans plus tôt que dans la réalité. Une France plus solide, qui n'a pas eu à subir les soubresauts de la guerre de Cent Ans. Les Cornouailles britanniques s'unissent alors par la suite au royaume du Pays de Galles à partir de 1359, devant les menaces que ses voisins pouvaient représenter. Les territoires du Norlow et du Danelaw ne cesseront de bouger dans les décennies qui suivent, au gré des attaques anglo-saxonnes et contre-attaques des Nordiques. Parfois ils se réduisent, voire disparaissent presque un temps, avant d'être reconquis et formés. Pendant plusieurs générations, ces allers-retours se poursuivent, et la côte est anglaise ne tarde pas à voir la culture nordique s'implanter de plus en plus au milieu de la culture anglo-saxonne et des vestiges de culture bretonne. Le territoire nordique ne se fixera définitivement qu'en 1372, suite à une conquête humiliante par le roi du Danemark, Valdemar IV, qui implante un royaume solide, qui prendra son indépendance après la mort de Valdemar en 1375, sous le nom de Normanna Bretland, signifiant terre bretonne des hommes du Nord en vieux norrois, et qui sera dirigé par son premier roi, Niels le Libre. Des royaumes anglo-saxons, il ne reste qu'une moitié de la Mercie, du Wessex, ainsi que le Sussex et le Kent. Seule une portion de l'Essex subsiste, avec les terres autour de Londres. Le terme d'Angleterre n'existe plus, car ce nom d'England venait du fait que, entre les Angles et les Saxons, ce sont bien les Angles qui dominaient. Mais les principaux royaumes angles ont été conquis, principalement par les Nordiques. La tendance s'inverse alors, et ce sont les Saxons qui dominent dans les territoires restants. Ainsi ce royaume prend le nom de Saxonland. L'Irlande, elle, a fini également par s'unir définitivement à cette date et de reprendre le contrôle de toutes ses côtes par absorption culturelle progressive des Vikings installés. L'île de Man, au cœur de la mer d'Irlande, est sous l'autorité de son voisin irlandais, bien que l'Écosse pose aussi sa revendication sur l'île. Les frontières sont globalement stabilisées, mais des conflits continuent néanmoins d'éclater par moments, des guerres brèves pour des petits morceaux de territoire. Ces royaumes pourront-ils se maintenir ainsi longtemps, ou une très grande guerre viendra-t-elle chambouler la géopolitique des îles britanniques ? Après la conquête d'une partie de l'Angleterre par Harald III du Danemark, aidé par Olaf III de Norvège, le roi Knut IV, qui prend la succession du royaume du Danemark en 1080, commence à voir plus grand. Descendant en tant que petit-neveu de Knut le Grand, il rêve d'accomplir le même exploit, l'union des royaumes du Danemark, de Norvège et d'Angleterre, sous le nom d'Empire de la mer du Nord. Un empire qui n'avait le nom que par sa taille, mais Knut le Grand était roi, et non sacré empereur. Mais l'union des royaumes scandinaves n'a jamais été chose aisée. Les fortes identités culturelles, les différences linguistiques, ou les nombreux conflits de succession qui réclament toujours l'indépendance des royaumes, et au sein même des royaumes, l'instabilité parmi les seigneurs est fréquente. Knut IV tente néanmoins le coup, réclamant la couronne de Norvège et du Norlow en tant que descendant de Knut le Grand. Évidemment, Olaf III refuse, lui-même posant ses propres prétentions sur la couronne danoise, de par ses liens avec l'ex-roi de Norvège et du Danemark entre 1042 et 1047, Magnus Ier, qui est un cousin.
Son lien étant plus récent que celui de Knut IV avec son aïeul, il considère être plus légitime. Le désaccord finit par dégénérer en guerre en 1082 entre les deux royaumes. Les batailles sont dures, les anglo-saxons essayent même d'en profiter pour revenir grignoter des bouts de territoire dans les Danelaw et Norlow, profitant que le gros des armées se mobilise ailleurs. Le conflit est long, ponctué de pauses et de relances de bataille, et ne s'achève finalement qu'en 1084 par une victoire de Knut IV et le décès d'Olaf III. Les territoires s'unissent alors brièvement. En 1086, Knut IV meurt, assassiné lors d'une révolte populaire, et ce second empire de la mer du Nord, encore plus bref que le premier, éclate à nouveau en royaume du Danemark et de Norvège. Quant aux deux territoires sur les îles britanniques, bien que légèrement réduits, ils restent finalement unis en déclarant leur indépendance pour devenir le Normanna Bretland. Et la situation reste ainsi pendant un siècle. Le rêve néanmoins perdure au gré des rois et des opportunités qui se présentent rarement, mais en 1177, le roi Valdemar Ier le Grand de la maison d'Estridsen, arrière-petit-fils de Svend du Danemark, fort d'un royaume très organisé et puissant, reporte ses vues sur la création de l'Empire de la mer du Nord. C'est d'autant plus simple que la Norvège est instable, en proie à des luttes de succession internes où le roi Magnus V Erlingsson, arrière-petit-fils de Olaf III, est contesté par Sverre Sigurdsson. Valdemar le Grand ouvre alors le conflit sur cette Norvège affaiblie. Cette fois-ci, la conquête est brutale. Tout prétendant est éliminé et la couronne norvégienne tombe rapidement dans les mains de Valdemar, en fin 1177. Mais il ne veut guère s'arrêter là. Tant qu'il est dans le nord avec ses armées, son regard se porte sur le royaume de Suède, autre royaume nordique resté à l'écart jusqu'à présent. La Suède sort de décennies de guerre civile de succession, et le roi Knut Ier de Suède... Quoi, encore un Knut? Eh oui, mais rien à voir avec ceux qu'on a déjà vus. Donc Knut Eriksson est en place en tant que roi, et il renforce petit à petit son pouvoir. Mais la Suède n'est pas un royaume très puissant, en comparaison du Danemark, et encore moins avec les forces norvégiennes que Valdemar peut commencer à détourner à son compte. Valdemar écrase la Suède et l'intègre à son empire de la mer du Nord en 1178. Il ne reste qu'une partie à conquérir pour justifier son titre d'empire de la mer du Nord, le royaume devenu indépendant de Normanna Bretland. Avant même de lancer les hostilités, des pourparlers sont tentés, et voyant bien l'inévitable, le Normanna Bretland capitule et intègre l'empire sans condition en 1179. Dans la même année, Valdemar le Grand part donc de ses territoires pour écraser le Saxonland et l'intégrer à l'Empire. Les anglo-saxons donnent tout ce qu'ils ont et les différents sièges des grandes villes prennent plus de temps que prévu. La dernière poche de résistance dans le Saxonland ne tombe qu'en 1181. Les royaumes celtiques s'inquiètent de cette progression nordique écrasante et les discussions d'alliance entre les royaumes fusent pour réfléchir à une résistance en cas de conflit. Mais les Celtes et Gaëls ne sont pas les seuls à surveiller cet empire naissant. Le Saint-Empire romain germanique, dirigé par Frédéric Barberousse, voit d'un très mauvais œil ce voisin puissant prendre place. Le plus puissant dirigeant d'Europe est en train de se faire égaler par Valdemar le Grand, et cela ne peut continuer. De nombreux liens commerciaux étaient en place avec l'Angleterre, comme le commerce de la laine anglaise et l'exportation de vins et de produits manufacturés. Ce commerce, déjà fortement diminué depuis les conquêtes nordiques du XIe siècle, s'arrête à présent complètement. La mer du Nord et même la Baltique sont fortement sous contrôle de l'Empire de la mer du Nord. Alors le Saint-Empire mobilise ses armées, de ses innombrables vassaux, duchés, comtés, de l'Italie à la Bourgogne et des nombreux États allemands, et les dirige vers la frontière avec le Danemark. Deux colosses vont s'affronter. Le Saint-Empire ne vise pas de conquête, simplement le rétablissement d'un royaume d'Angleterre et la division de cet empire de la mer du Nord. Ce dernier arrivera-t-il à tenir et à en sortir encore plus puissant, jusqu'à relancer des expéditions de colonisation vers les terres canadiennes pour contrer l'échec de la colonisation du Vinland vers l'an 1000, ou va-t-il à nouveau éclater en morceaux face aux titans européens ? Suite à la guerre entre Harald III et Olaf III à propos de la direction d'un empire unifié nordique, les différents royaumes celtiques s'inquiètent que cette éventualité aboutisse.
Au cours du XIIe siècle, alors que l'union de l'Irlande aboutit enfin, des discussions sont échangées entre les différents royaumes celtiques. Il ne s'agit pas de s'unir totalement. Après tout, ça avait déjà été difficile d'unir les différents royaumes au sein de chaque région. Envisager un pays avec un leader unique n'est pas envisageable. Mais il est vrai que ses voisins celtiques s'entendent bien, n'ont jamais été en conflit l'un l'autre, et au contraire vont même ponctuellement s'entraider contre leurs adversaires communs, anglo-saxons ou vikings. L'idée est de confirmer cette alliance générale, et de représenter un adversaire plus dissuasif contre leurs ennemis. Ainsi naît l'idée de la Confédération celtique. Les conditions seront encore longues à discuter, mais la Confédération celtique se confirme en 1173, où chaque grande région, l'Irlande, le Pays de Galles, l'Écosse et le Carneth-Diffnaint, garde sa gestion politique et son autonomie, mais où tous jouissent d'un rapprochement militaire et commercial pour une entraide supérieure et plus efficace qu'auparavant. En irlandais, le nom donne Conaid Celtic, et dans les autres langues, je vous passerai ma prononciation. L'union des royaumes de Norvège et du Danemark ne se fera finalement pas à cette période, mais la confédération reste en place. Le royaume de France n'apprécie pas ce changement de statut pour le Carneth-Diffnaint, et prend cela pour un changement d'allégeance. Une missive officielle est envoyée, demandant une confirmation d'allégeance envers la couronne de France. La lettre est volontairement un peu floue sur le destinataire, seulement le Carneth-Diffnaint ou l'entièreté de la Confédération celtique. Peut-être sur un malentendu, la France espère absorber l'entièreté de la Confédération comme vassale. Mais cela reste lettre morte. Il est possible que la missive n'ait même pas été transmise aux responsables de la Confédération. La France prend donc cette non-réponse pour un refus et réfléchit à la conduite à tenir. Pendant ce temps, la Confédération celtique envisage de consolider ses positions. Unissant leurs forces, ils s'en prennent au désormais relativement faible royaume du Saxonland. Ils ne visent pas une reconquête totale, mais juste quelques portions, reprenant depuis le Pays de Galles juste quelques kilomètres de territoire qui leur avaient été grignotés par les anglo-saxons, mais poussant jusqu'à la reprise de Chester, qui reprend son nom gallois de Legacestir, faisant ainsi une liaison terrestre avec l'Écosse. Au sud, la manœuvre est similaire, reformer un couloir terrestre pour relier la Domnonée au Pays de Galles. Les territoires des vieux royaumes celtiques de Caer-Badan, Caer-Seri et Caer-Gloui, comprenant notamment les villes de Bristol et Gloucester, sont pris aux Saxons en 1178. La période des croisades occupe le royaume de France, mais à la fin des années 1240, une fois la menace mongole sur l'Europe écartée, la France peut enfin se tourner vers la Bretagne. 1248. Le royaume de France envoie de nouvelles missives, intimant à la Confédération celtique de rétrocéder la Bretagne en tant que vassale de la France, et une directement vers la Bretagne lui demandant de quitter la Confédération. En cas de refus, la menace militaire est explicite dans la demande. Cette fois-ci, les missives arrivent bien à destination, et la Bretagne, tout du moins le Carneth-Diffnaint, refuse. La Bretagne a une forte culture celtique, et se sent donc légitimement beaucoup plus proche de la Confédération celtique que du Royaume de France. Se sentant protégée, elle ose refouler la demande. Les conséquences du refus sont claires, et les deux camps se préparent à la guerre. 1249, les armées celtes se sont rassemblées en masse sur le territoire breton, attendant les forces de France. Le royaume de l'époque n'est pas un pays totalement unifié, mais un domaine royal avec un patchwork de comtés et de duchés vassaux, tels le duché d'Aquitaine, le comté de Toulouse, le comté de Flandre, et bien d'autres. La France fait bien sûr appel au comté d'Anjou, frontalier avec la Bretagne, et aux troupes de Normandie mises sous tutelle d'un nouveau seigneur de lignée favorable à la couronne. La bataille aura lieu dans les environs de Dol, dans le nord de la Bretagne. L'armée celte venue en nombre impressionne, et le choc des lignes est rude. L'issue est incertaine, mais la France attend encore des renforts, ceux des Normands, qui ont du retard pour rejoindre la bataille. Quand à 16h l'arrière-garde française aperçoit les Normands, le moral remonte et croit voir là la bataille tourner en leur faveur. Malheureusement, l'espoir est de courte durée. Arrivant par l'arrière, les Normands ne viennent pas en renfort, mais viennent cogner directement les lignes françaises, selon l'accord convenu en secret entre le Carneth-Diffnaint et des seigneurs normands rebelles à la couronne. Le temps que le renversement du seigneur officiel se fasse et que les troupes s'organisent, l'armée normande a mis plus de temps à arriver. Surprise, prise en tenaille, les lignes françaises cèdent du terrain, puis s'écroulent.
C'est un désastre sanglant, et une grosse partie de l'armée française envoyée est tuée. L'armée celte poursuivra dans les semaines à la suite de la bataille son avancée, montant plusieurs sièges jusqu'à faire céder la couronne, qui ne peut plus se défendre efficacement. Humiliée, la France est obligée de signer un traité désastreux. Le Cairn d'Ifnint s'agrandit, récupérant le comté du Poitou et une portion des comtés du Maine et d'Anjou, formant ainsi un territoire plus proche de la Grande Armorique antique. La Normandie, elle, retrouve son autonomie hors du royaume de France, mais elle est placée tout de même sous vassalité du Cairn d'Ifnint. Il est évident que le royaume de France ne peut accepter définitivement la défaite. C'est le début d'une longue série de conflits entre la France et la Confédération celtique, alternant guerre et pause, conquête et reconquête, et dont le dénouement définitif ne sera connu peut-être que 100 ans plus tard.